Bien, bonjour et bienvenue à tous. Merci à vous qui êtes là, qui avez bravé la neige, la glace, le froid pour venir jusqu'ici. La semaine dernière, en parlant de la réception des idées de Montesquieu en Chine dans les premières années du XXe siècle, et en parlant des tout premiers passeurs de ces idées, à savoir Liang Qichao et Yan Fu, nous en étions à nous demander pourquoi diable un grand traducteur comme Yan Fu avait pu décider de se lancer dans la traduction intégrale en chinois classique de l'Esprit des lois, en y consacrant, à l'âge de 50 ans, pas moins de 5 années de sa vie. Alors, le Fa Yi, puisque c'est ainsi qu'il a choisi de traduire l'Esprit des lois, en chinois ça veut dire exactement le sens des lois, je vous le rappelle, est paru en 7 volumes de 1904 à 1909, 7 volumes qui ont fini par être réunis en un seul volume paru en 1913. Alors, la raison pour laquelle Yan Fu s'est engagé dans cette tâche colossale apparaissait alors de façon assez évidente, puisque au début du XXe siècle, la Chine, nous l'avons dit, était confrontée à ce choix crucial et je disais vital entre, d'un côté, la possibilité d'une réforme constitutionnelle et, de l'autre côté, carrément une révolution. Et comme ses contemporains, Yan Fu considérait l'Esprit des lois comme le classique du constitutionnalisme moderne qui faisait le plus autorité. Alors, comme toujours, les Japonais ont sur les Chinois une longueur d'avance, et donc, dès 1887, l'intellectuel japonais francophone et francophile Nakai Chōmin, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, Nakai Chōmin percevait bien le problème du choix entre, d'un côté, le despotisme monarchique et, de l'autre, la démocratie. Alors, en 1887, donc, il publie un livre à succès, qui a connu vraiment un succès immense, qui s'intitule Dialogue politique entre trois ivrognes. Bon, alors moi je dois dire j'ai un faible pour Nakai Chōmin parce que c'est non seulement parce qu'il est francophile évidemment, mais aussi parce que c'est vraiment un esprit extrêmement fin. Et donc il envisage la question très sérieuse du politique en la mettant en scène entre trois ivrognes, c'est-à-dire en fait trois personnes qui discutent entre elles de façon aussi passionnée qu'alcoolisée, promenant au saké, j'imagine. Donc vous avez le personnage du gentleman occidentalisé, qui se fait l'apôtre de la démocratie, du progrès, du pacifisme. Vous avez un second personnage qui s'appelle le vaillant guerrier, dans lequel on reconnaît évidemment la figure du samouraï, de la tradition japonaise, du nationalisme et de l'expansionnisme naissant au Japon. Et en troisième position, un personnage qui s'appelle Maître Nankai,
qui fait un petit peu le témoin et l'arbitre, hein, qui compte un peu les points, tout en arbitrant donc la discussion. Alors, ce livre apparaît dans un contexte politique extrêmement agité, puisque en 1887, un vent de contestation était en train de répondre à la constitution autoritaire élaborée par le gouvernement d'Ito Hirobumi. Alors, le génie de Chōmin, donc, qui met en scène finalement cet affrontement entre le mouvement démocratique japonais et le camp nationaliste, hein, qui va évidemment l'emporter pendant toute la première moitié du XXe siècle, comme on sait. Donc le génie de Chōmin consiste à rendre les frontières entre ces positions beaucoup plus fluides et plus poreuses qu'on ne le croit. Et il s'amuse dans la figure de maître Nankei, donc à mêler subtilement donc des choses aussi hétérogènes que le rousseauisme et le taoïsme. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on voit Nankei Chōmin donc mélanger de façon très 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 fine la pensée française de Rousseau et la pensée chinoise taoïste. Alors, je voulais vous lire ce passage parce que il montre comment Nankei Chōmin justement comprend cette dichotomie entre la démocratie et donc la monarchie constitutionnelle. Je cite: certains argueront, je le cite, alors donc vous avez la référence sur la diapositive, dans la traduction de Christine Lévy et Édith Dufourmont aux éditions du CNRS, paru en 2008. Alors donc, certains argueront que le système de la démocratie est rationnel, mais que son application est très difficile. Oui, ça, on est d'accord. D'après eux, tant que le niveau intellectuel n'est pas suffisamment avancé et que la morale n'a pas atteint la perfection, la démocratie ne peut conduire qu'à la confusion et au désordre. Ils considèrent que l'ascendant du président, même s'il est le chef du pouvoir exécutif, dans la mesure où il occupe sa fonction par le suffrage du peuple, est de loin moins imposant que celui d'un monarque. Bon, enfin, quelquefois, on se pose la question. Ils craignent que le jour où un homme démesurément ambitieux s'emparerait de cette fonction, l'unité entre le gouvernement et le peuple soit dissoute et que la nation entière tombe dans le chaos. Le désir d'accéder à de hautes positions est dans la nature humaine. L'élection n'enlève rien à la dignité et à la respectabilité de la position de président aux yeux des autres citoyens. Cette fonction lui donne une aura aux yeux du peuple. Dans une démocratie, tous les individus animés d'une grande volonté aspirent à être candidats à la fonction présidentielle. Ils sont aiguillonnés à mettre en œuvre tous les moyens pour gagner la popularité auprès du peuple. Il est inévitable que naisse une atmosphère instable et déchaînée autour de ces rivalités. C'est une maladie commune à toutes les démocraties. Le système constitutionnel est différent, affirment certains. L'existence d'un chef souverain inamovible permet de contenir toute ambition démesurée. L'existence d'une constitution inviolable et sacrée empêche même les personnages les plus haut placés comme le roi, les généraux et les ministres de se conduire à leur guise et garantit au peuple la protection de ses libertés. Le constitutionnalisme se trouve à mi-chemin du despotisme monarchique
et de la démocratie. Il ressemble au despotisme monarchique car le prestige sacré du souverain permet de réprimer les ambitions excessives, mais il garantit la liberté au peuple comme dans la démocratie. C'est un système qui associe les avantages des deux systèmes et qui ne présente aucun de leurs inconvénients. Montesquieu, dans son ouvrage de l'esprit des lois, John Stuart Mill, dans son livre Representative Government, ont soutenu tous deux que le système politique devait être adapté au niveau de développement atteint par le peuple. Bon, alors ce texte paru donc en 1887, il y a près d'un siècle et demi, donc résonne enfin d'une actualité assez brûlante. Hein. Alors, on voit bien que les débats qui se déchaînent au Japon à la fin de ces années 1880 se retrouvent en Chine avec une décennie de décalage. C'est pour ça que je disais que les Japonais ont toujours un métro d'avance sur les Chinois. Donc, ils se retrouvent sous une forme et dans un contexte différent en Chine au début des années 1900, c'est-à-dire dans les années, dans cette décennie qui a précédé la chute de l'Empire en 1911. Et là, on constate que l'influence de la pensée de Montesquieu, telle que l'a présentée Liang Qichao et telle que Yan Fu s'apprête à la traduire, cette influence a été absolument prépondérante. Je rappelle en effet qu'en 1898, au moment de la tentative de réforme politique en Chine, qui a magnifiquement échoué, puis de nouveau en 1901 et 1902, dans des articles parus dans des revues chinoises publiées au Japon, que Liang Qichao avait créées au Japon, Liang Qichao a exposé les trois types de gouvernements distingués par Montesquieu et il avait reconnu en l'Empire chinois un modèle du despotisme. Et Liang Qichao reprend les critiques de Montesquieu contre cette forme de gouvernement despotique et il dénonce l'absence de loi en Chine et l'arbitraire du pouvoir impérial. Donc Liang Qichao s'aligne parfaitement donc sur la vision du despotisme chinois chez Montesquieu, ce qui n'est pas le cas de tous les intellectuels chinois de l'époque. Mais alors que certains des compatriotes de Liang Qichao, tels Sun Yat-sen, donc futur président de la Première République en 1912, certains de ses compatriotes se sont prononcés au contraire en faveur de la République, alors que Liang Qichao, lui, a marqué ses préférences pour la monarchie constitutionnelle. Il pensait en effet que substituer la République à l'Empire sans transition, c'était substituer le despotisme d'un groupe d'hommes au despotisme d'un seul homme. Et que seul le pouvoir d'un monarque tempéré et contrôlé par une constitution avait des chances de réussir en Chine. Donc là, on perçoit une sorte de communauté de vues entre Liang Qichao et Nakai Chomin, comme je l'ai lu tout à l'heure. Alors, dans tous ces débats, Yan Fu, lui, représente une voix tout à fait distincte dans l'opinion publique de la fin de la dynastie Manchu, des Qing. Alors, ce gouvernement Manchu et la plupart des réformateurs, comme Liang Qichao, étaient assez favorables, en tout cas dans les premières années du XXe siècle, étaient favorables à une monarchie constitutionnelle, comme je l'ai dit la semaine dernière, de type allemand-japonais, germano-japonais, donc plutôt de type autoritaire et doté de puissantes prérogatives royales. Alors que les révolutionnaires, au contraire, prônaient un républicanisme démocratique. Et dans tout cela, Yan Fu semble presque seul à promouvoir
une position politique médiane, la position modérée de la démocratie constitutionnelle, ce qu'il appelle le Li Xian Minzhu. Donc, en 1905, comme nous l'avons vu, le Japon, 10 ans après avoir été victorieux sur la Chine mandchoue, en 1895, donc vous vous rappelez que les Japonais remportent cette première victoire décisive sur la Chine pour la première fois de leur histoire, puisque pour les Japonais, la Chine, c'était un petit peu le seigneur, le suzerain. Bon, alors donc ils battent le seigneur à plat de couture, et 10 ans plus tard, ils remportent une autre victoire retentissante, cette fois sur la Russie tsariste. Et c'est une victoire retentissante parce que c'est la première fois qu'un pays asiatique l'emporte militairement sur une puissance européenne, une puissance blanche. Alors, cette victoire est saluée par l'intelligentsia chinoise comme une victoire du constitutionnalisme japonais sur l'autocratie russe et de ce fait donne un élan extrêmement puissant au mouvement constitutionnaliste au point de pousser le gouvernement Qing mandchou à proclamer son intention d'établir une constitution. Là, nous sommes donc aux premières années du XXe siècle, et c'est pourtant une idée qu'il avait catégoriquement rejetée seulement quelques années auparavant, en provoquant le fiasco de ce mouvement de réforme de 1898. Bon. Comme quoi, donc, même un gouvernement extrêmement conservateur, comme l'était le gouvernement mandchou de l'époque, peut être poussé justement à se réformer par une nécessité vitale. Alors, ce constitutionnalisme de la fin de la période mandchoue et de la période impériale, dans son ensemble, a évidemment fait l'objet d'un nombre considérable d'études. Alors, la plupart d'entre elles affirment que l'introduction du constitutionnalisme par la dynastie mandchoue sur le tard représente une percée dans l'histoire de la Chine parce que c'est la première fois que le gouvernement tente de modifier en profondeur le système gouvernemental. Et la mise en œuvre de ce constitutionnalisme allait ébranler évidemment les fondements du despotisme chinois et reconfigurer la relation de pouvoir entre la population et le gouvernement. Toutefois, certaines études avancent que ce constitutionnalisme de la fin des Qing n'était en fait qu'un camouflage permettant à la cour de maintenir son despotisme. Ça, c'est le truc habituel en politique, de faire semblant de changer tout en gardant la même chose. Bon. Alors, vous avez donc ici des points de vue opposés sur les motifs de l'introduction du constitutionnalisme qui témoignent de la complexité de cet énorme changement politique à l'échelle nationale. Alors, ce qui est intéressant et assez amusant à regarder, en fait, rétrospectivement, c'est que dans l'opinion publique, qui, au début du XXe siècle, se reflète dans la presse, c'est la presse qui est un mode d'expression qui prend un tour véritablement moderne en Chine, en tant qu'outil d'influence sur la vie sociopolitique. Donc, dans cette opinion publique, dans cette presse, le constitutionnalisme apparaît fréquemment comme, je cite, une farce nationale. Alors, vous avez, par exemple, ce dessin. Vous savez, l'art de la caricature, c'est quelque chose qui manque un petit peu en Chine actuellement. Donc, il faut se consoler en regardant ce qui se passait il y a plus d'un siècle. Donc, vous avez ce dessin qui parle un petit peu de lui-même. Alors, avec en gros le titre « Zhongguo suo chu zhe di wei », c'est-à-dire donc la position ou le statut le statut présent de la Chine. C'est un dessin qui est paru dans le journal National Herald du 28 décembre 1909
Alors, vous voyez donc à l'image un gros globe terrestre qu'un occidental, vous le voyez d'après son costume, qui se tient au bord d'une falaise, est en train de pousser avec un gros coup de pied dans le vide. Alors, sur le globe terrestre, n'est indiqué que le nom de la Chine, Zhongguo. Et donc, vous voyez ce globe terrestre donc, sur le point de se fracasser dans l'abîme. Et en dessous, juste en dessous, vous avez un groupe de lettrés chinois, ou plus exactement mandchous, vous les reconnaissez, ils portent tous la tresse mandchoue, qui disent Qing Su Kai Guo Hui, c'est-à-dire nous vous en supplions, ouvrez le Parlement au plus vite. Donc ils sont là avec une espèce de, comment dire, vous savez ce qu'on utilise, ce que les pompiers utilisent là dans les incendies, pour permettre aux personnes justement dans les immeubles incendiés de sauter et d'être recueillis justement dans cette espèce de toile. Bon, alors donc on est vraiment dans une situation pour le moins critique, et donc on voit bien que ici l'adoption du constitutionnalisme est véritablement une question de survie, quoi, tout simplement. Bon. Alors, dans certains autres courants de l'opinion publique, alors ici, bon, on nous dit au fond, bon, enfin, c'est cette volonté d'instaurer la Constitution, c'est un peu une farce. Pour d'autres, le constitutionnalisme est perçu comme un double du despotisme. Alors évidemment, cette opposition entre le constitutionnalisme et le despotisme a suscité un très vif débat à la fin de la période mandchoue, notamment sur la manière dont ces deux formes de gouvernement fonctionnent l'une par rapport à l'autre. Alors au sein de la cour, les hauts fonctionnaires qui pensaient que le constitutionnalisme allait détruire le régime mandchou et toute la tradition chinoise, donc étaient en confrontation obstinée avec les fonctionnaires qui, eux, soutenaient le constitutionnalisme dans l'espoir de maintenir au fond le statu quo despotique. Alors, dans la presse, le public, en fait, lui, conteste ouvertement la légitimité du despotisme mandchou et de, justement, tout le système impérial. Et de nombreux dessins satiriques, caricatures de l'époque, soulignent que le despotisme avait peut-être subrepticement infiltré, en réalité, le mouvement constitutionnel. Alors, vous avez ici cet autre dessin qui est paru en 1908 dans le Shenpao, qu'on appelle, enfin qui est connu aussi sous son titre anglais, le Shanghai News, puisque Shenpao, c'est-à-dire le journal du Shen, Shen étant une allusion à l'ancien nom du Huangpu, qui est un affluent du grand fleuve Yangtze, ce que les Européens appelaient le fleuve bleu, donc ce Huangpu qui passe à Shanghai. Donc, alors, ce journal de Shanghai a été édité, donc a été créé en 1872 par un Anglais, et il a paru jusqu'à l'arrivée des communistes en 1949. Alors, vous voyez sur le dessin un personnage qui lui aussi porte toujours la natte mandchoue. Alors, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il tient d'un côté un tronc qui a l'air un petit peu desséché et de l'autre, dans l'autre main une branche qui, elle,
est pleine, a déjà bourgeonné. Hein. Bon. Alors, donc, on ne sait pas s'il a cassé la branche, ou au contraire, s'il est en train de tenter de brancher, c'est le cas de le dire, le rameau donc déjà feuillu de la Constitution, parce que vous avez les caractères qui ne sont pas très nets, mais sur la branche, vous avez les caractères li xian, c'est-à-dire donc la Constitution. Est-ce qu'il est en train d'essayer de brancher ce rameau de la Constitution sur le tronc desséché du Zhuangzi, donc le despotisme. Donc là, vous voyez que dans ces années, ces premières années du XXe siècle, vous avez donc une dichotomie, une opposition binaire extrêmement nette entre d'un côté despotisme et de l'autre côté la Constitution, qui est vue, elle, comme le seul remède possible, justement, au despotisme mandchou, quitte à ce que ce soit une farce nationale. Bon. Alors, donc, au milieu de cette effervescence politique et intellectuelle, Yan Fu, nous le disions la dernière fois en terminant, est invité à donner 8 conférences publiques sur la politique par l'Association de la jeunesse de Shanghai au cours de l'été 1905. Alors donc nous sommes immédiatement après donc cette fameuse victoire japonaise sur la Russie tsariste. Alors l'objectif de ces conférences était évidemment d'initier un public déjà enthousiaste, acquis à la science politique occidentale, afin que ce public puisse s'équiper d'un nouveau vocabulaire et de nouvelles idées pour faire face à l'imminence d'un changement constitutionnel. Alors, Yan Fu, qui était pourtant quelqu'un de très, casanier, très discret, là prend la dimension d'un intellectuel public, puisque ses conférences sont largement diffusées, des comptes rendus sont publiés dans plusieurs journaux, et le texte des conférences est finalement publié par la très prestigieuse Commercial Press de Shanghai, la Shanghai Shuguan, et tirage immédiatement épuisé et réimprimé donc 2 mois plus tard. Vous avez ici la couverture donc de cet ouvrage intitulé donc Zhengzhi Jiangyi, les conférences sur la politique. Alors, à droite de la diapositive, vous avez une autre couverture de livre qui est le livre d'un chercheur chinois, de Chine populaire, qui s'appelle Qi Xuemin et qui s'intitule Yan Fu Zhengzhi Jiangyi Yanjiu, c'est-à-dire donc étude sur les conférences sur la politique de Yan Fu, paru aux éditions du Peuple, la Renmin Chubanshi de 2014. Alors, ce Qi Xuemin, en épluchant donc le texte de Yan Fu, s'est aperçu que ce texte était en fait une adaptation de l'introduction à la science politique d'un certain John Seeley, un professeur anglais, et on s'aperçoit donc, grâce à Qi Xuemin, que Yan Fu a transformé, alors pour ne pas parler de plagiat, donc on va dire qu'il a transformé de manière créative les arguments de John Seeley pour servir son propre programme de réforme constitutionnelle pour la Chine. Alors, vous avez un politologue de Taïwan du nom de Carl K.Y. Shaw, c'est l'anglicisation de son nom chinois, donc Xiao Gaoyan, dont je vous rappelle qu'il était le co-auteur de Kai Marshall, de ce livre que nous avons déjà signalé, Carl Schmitt and Leo Strauss in the Chinese-Speaking World,
Carl Schmitt et Leo Strauss dans le monde sinophone. Nous avons signalé cet ouvrage collectif quand nous parlions justement en fait, de cette vogue de Schmitt et Strauss en Chine précédemment. Bon, alors donc ce Carl Shaw est également l'auteur d'un très long article dont vous avez la référence en bas de la diapositive ici, qui s'intitule Yanfu, John Seeley and Constitutional Discourses in Modern China, a Study in Comparative Political Thought. Donc Yanfu, John Seeley et les discours constitutionnels dans la Chine moderne, une étude en pensée politique comparée, article paru dans la revue History of Political Thought, donc Histoire de la pensée politique de 2016. Alors, dans cet article, Carl Shaw donc, nous parle de ce personnage que vous avez à la diapositive, donc ce John Robert Seeley, qui a vécu de 1834 à 1895, qui était donc Regius Professor of Modern History à l'université de Cambridge, professeur d'histoire moderne donc, et qui a donc produit cette introduction à la science politique dans un cours, une série de conférences qu'il a prononcées à l'université de Cambridge dans l'année 1885-86 et qui ont été publiées 10 ans plus tard, en 1896. Donc la première série se compose de cette façon. Donc vous avez une première conférence qui aborde la relation entre l'histoire et la science politique du point de vue de la théorie de l'évolution, cette théorie de l'évolution tellement déterminante à l'époque, qui a beaucoup marqué Yanfu en particulier. Et ensuite, vous avez de la deuxième à la quatrième conférence, Seeley aborde le sujet de la science politique, c'est-à-dire l'État en tant qu'organisme. Et dans la cinquième et la sixième conférence, il traite de l'idée de liberté. Et enfin, dans les deux dernières conférences, Seeley propose une nouvelle théorie du gouvernement et tente de dépasser la dichotomie d'un côté du gouvernement par plusieurs et de l'autre du gouvernement par un seul. Donc là, c'est une distinction justement qui va intéresser de très près Yanfu et tous les penseurs politiques de cette première Chine moderne. Alors, bien que Yanfu ait adapté l'ensemble de la première série de conférences, c'est en fait la théorie du gouvernement de Seeley dans les deux dernières conférences qui a définitivement façonné le vocabulaire constitutionnel de Yanfu. Alors, vous vous rappelez peut-être, donc je parlais tout à l'heure de cette Li Xianminzhu, de cette démocratie constitutionnelle que Yanfu appelle de ses voeux. Et vous vous rappelez peut-être que Yanfu avait commencé par avoir maille à partir avec Zhang Zhetong dans justement la formule fameuse de Zhang Zhetong, Zhong Xue Wei Ti, Xi Xue Wei Yong, c'est-à-dire donc conserver les études chinoises comme fondement constitutionnel, enfin vraiment comme corps fondamental, et simplement emprunter pour la pratique donc le Xi Xue, c'est-à-dire le savoir occidental. Et Yanfu, dans sa jeunesse, avait déjà croisé les armes avec Zhang Zhetong en lui opposant
sa formule à lui, c'est-à-dire以自由为体,以民主为用, c'est-à-dire donc prendre comme corps fondamental la liberté et prendre comme pratique appliquée donc la démocratie. Donc là, vous aviez véritablement un conflit ouvert entre un conservateur comme Zhang Zhutong qui essaye de sauver les meubles, au fond, en reconnaissant que, certes, la technologie occidentale est supérieure, donc on peut juste l'emprunter, mais tout en gardant donc un fond chinois. Alors que Yan Fu, qui arrive dans la génération suivante, lui dit non, ça ne fonctionnera jamais, il faut quelque chose qui aille plus à fond dans la réforme. Cette formule, donc la liberté comme substance ou comme corps fondamental, la démocratie comme fonction, se trouve justement étayée par la science politique de Seeley. Et ensuite, les termes que vous avez en bas de la diapositive, donc les termes zhongzhi, c'est-à-dire le gouvernement par plusieurs, enfin plus exactement zhong par la foule, les communistes diront plus tard les masses, donc ce gouvernement par assemblée, par plusieurs, qui s'applique sur une quoi, c'est-à-dire sur une minorité ou sur un souverain seul, c'est ça justement l'idéal constitutionnel de Yan Fu, qu'il retrouve justement chez Seeley. Cette formule, donc, yi zhong zhi gua zhi li xian, c'est-à-dire donc la constitution qui gouverne par plusieurs, c'est-à-dire en fait le peuple, qui a la préséance justement, qui préside sur quoi, c'est-à-dire donc soit en fait une aristocratie, quelques-uns, ou sur carrément un souverain seul. Alors, l'ensemble de ce vocabulaire constitutionnel construit par Yan Fu à partir justement des idées de Seeley était, je le répète, donc une alternative à l'idée germano-japonaise de la monarchie constitutionnelle introduite par Liang Qichao. Et donc, on voit ici que autant Liang Qichao s'appuyait sur les traductions et les manuels japonais, autant Yan Fu, on le voit, insistait sur l'importance des arguments justement d'un professeur britannique et qui lui permet justement de créer ce nouveau vocabulaire et ce nouveau langage. Alors, contrairement à Montesquieu, Yan Fu ne reconnaît que deux types polaires fondamentaux de régime, à savoir donc le régime monarchique d'un côté et le régime démocratique de l'autre. Il dit ceci: dans un gouvernement monarchique, l'autorité de l'État émane d'un seul et est diffusée parmi le plus grand nombre. Dans une démocratie, elle émane du plus grand nombre et converge vers l'unique. Donc là, vous voyez que le sujet principal qui est en débat, c'est véritablement cette dialectique entre justement le zhong, c'est-à-dire le gouvernement par plusieurs ou par le peuple, et le quoi, c'est-à-dire donc soit quelques-uns à la tête du gouvernement ou bien carrément un souverain seul. Donc en conclusion, au fond, on pourrait dire de 1899, c'est-à-dire au lendemain de l'échec de la première tentative de réforme en Chine, de 1899 à 1911, c'est-à-dire à l'effondrement du régime impérial, nous avons 12 années qui précèdent donc cette révolution de 1911, qui va donner lieu à l'instauration de la première république chinoise. Alors, dans ces quelques 12 années, on voit que l'esprit des lois de Montesquieu a été présenté, traduit
diffusé en Chine et a influencé donc la vie politique chinoise de manière importante, et certains vont même jusqu'à dire que l'esprit des lois a eu une influence déterminante sur justement la révolution de 1911. Donc on voit à quel point Montesquieu intervient, ou plutôt est invoqué et convoqué, à un tournant déterminant de l'histoire de la Chine, un moment où elle doit décider comment entrer dans la modernité imposée par les puissances occidentales. Puissances occidentales qui, je le rappelle, incluent alors le Japon. Et on voit comment le constitutionnalisme de Montesquieu représente le moyen d'y entrer sans tout casser, c'est-à-dire sans aller à l'extrême ou à la solution radicale qu'est la révolution. Mais nous avons vu également que Montesquieu, même s'il semble apporter des solutions à la situation de crise politique de la fin du XIXe siècle, et même s'il est salué pour cette raison par la jeune garde de l'élite intellectuelle chinoise, je rappelle que Liang Qichao a à peine plus de 25 ans quand il fait l'éloge de Montesquieu dans les articles de journaux qu'il publie lors de son exil au Japon à partir de 1899. Bon. Alors, la qualification que donne Montesquieu du régime politique chinois, ou plutôt, il faudrait dire, du régime politique mandchou, cette qualification de despotique, nous l'avons vu, suscite quand même quelques réserves, notamment chez Yan Fu. Et Yan Fu dit que le despotisme tel qu'il est défini par Montesquieu ne peut pas s'appliquer à la Chine, dont on ne peut tout simplement pas dire que c'est un régime dans lequel, je cite Montesquieu, un seul sans loi et sans règles entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Pour Yan Fu, on ne peut pas dire que la Chine impériale n'a ni loi ni règles, et que l'empereur, même s'il est l'unique tête au sommet de l'édifice du pouvoir, c'est l'expression quoi en chinois, n'a pas en fait toute latitude pour imposer sa volonté et ses caprices. Il est quand même limité justement par certains facteurs que nous allons voir ultérieurement. Alors, il faut en outre faire la distinction importante entre justement le régime impérial chinois qui est tombé aux mains des Mandchous en 1644. Alors, je rappelle toujours aux Français que nous sommes, qu'en 1644, en France, nous sommes encore sous le règne de Louis XIV. Bon. Donc les Mandchous s'emparent du pouvoir en Chine en 1644 et le pouvoir reste mandchou jusqu'à l'effondrement définitif de la dynastie et du régime impérial dans son entier en 1911. Donc, ce qui est quand même assez remarquable, c'est que cette dynastie mandchoue a duré plus de 2 siècles et demi, ce qui en fait l'une des plus longues de l'histoire chinoise. Et donc, c'est justement cette dynastie qui laisse la place sans transition au régime républicain de Sun Yat-sen. Alors, le deuxième point, c'est que pour Yan Fu, qui vit et qui réfléchit dans un contexte extrêmement mouvant, pour ne pas dire mouvementé, la classification des types de gouvernement par Montesquieu est beaucoup trop rigide. Il lui manque de la souplesse et du liant que Yan Fu pense trouver justement chez un constitutionnaliste anglais comme Seeley. Or, il se trouve que, c'est un fait bien connu, Montesquieu lui-même était très attiré par le modèle anglais. Donc là, en fait, on voit Yan Fu retrouver justement une des sources d'inspiration de Montesquieu lui-même. Alors, cette prévalence du modèle anglais apparaît donc de manière assez frappante dans l'esprit des lois. Alors, je rappelle que vous avez ici la couverture donc de la première édition
qui est paru de manière anonyme en 1748 à Genève, comme quoi la censure et la peur de la censure ne datent pas d'aujourd'hui. Bon. Donc Montesquieu, évidemment, avance des idées quand même assez audacieuses pour son époque. En fait, dans l'Esprit des lois, vous avez quand même une critique très claire de la monarchie absolue à la manière de Louis XIV. Donc il est prudent, il publie sous anonymat, donc à Genève en plus. Bon. Alors, on peut résumer l'Esprit des lois comme un ouvrage monumental qui recense les lois de toutes les sociétés connues dans le monde et les situe par rapport à ce qu'il appelle les causes physiques et morales, à savoir le climat, le terrain, la population, les formes de commerce, les formes de religion, et l'ensemble où tout se tient donc forme ce que Montesquieu appelle l'esprit général de chaque nation. Et c'est cela qui fait de ce monumental traité on pourrait dire le fondement, un des fondements de la science politique moderne. Alors là, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quand même un manuscrit autographe de l'Esprit des lois. Donc, vous voyez que Montesquieu, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à se corriger lui-même. Changer d'avis, se dire non, ça ne va pas, je corrige. Et là, vous avez donc un manuscrit qui appartient donc à la BNF. Et la BNF nous dit que les feuillets autographes de Montesquieu sont relativement rares dans le manuscrit de l'Esprit des lois, puisque ce sont des secrétaires qui ont copié l'essentiel de l'œuvre. Alors, la BNF nous apprend que beaucoup de pages sont nettes, avec peu ou pas de ratures et de surcharge, mais la plupart sont quand même, comme vous le voyez ici, corrigées, criblées d'amendements et d'additions. Dans certains chapitres, 3 ou 4 écritures de secrétaires différents se mêlent ou se succèdent. Et détail assez amusant, vous avez des feuilles ou des demi-feuilles qui ont été substituées les unes aux autres et souvent ne sont retenues qu'au moyen d'onglets ménagés prudemment dans les feuilles sacrifiées. Donc là, vous avez quelque chose qui nous rappelle, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu ça, enfin moi je me souviens justement d'avoir tapé ma thèse à la machine à écrire, enfin c'était pas manuscrit mais bon, enfin c'était quand même avant l'apparition des logiciels de traitement de texte, et donc je me souviens d'avoir passé des heures à corriger, parce que moi je suis pas Montesquieu mais j'avais l'habitude de changer d'avis aussi, corriger en passant des lignes au feutre correcteur blanc, vous savez, bon, et en collant des bouts de papier sur les paragraphes à modifier. Vous voyez, enfin, bon, alors merci le traitement de texte quand même. Bon, donc, comme on l'a vu dans l'Esprit des lois, Montesquieu distingue 3 formes de gouvernement selon donc les degrés de liberté qu'il comporte. Alors, vous avez évidemment le degré de liberté maximum dans la République, que ce soit sous forme démocratique ou aristocratique. Ensuite, vous avez la monarchie et enfin le despotisme où il n'y a pas de liberté du tout. Bon. Alors, l'opposition entre tyrannie et modération donc, est fondatrice de cette nouvelle typologie des régimes politiques, puisque la modération est définie par le maintien du pluralisme. Et dans l'Esprit des lois, vous trouvez cette formule au livre 11, chapitre 4, qui a fait Florès et qui est encore d'une parfaite actualité. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc c'est la grande idée, justement, des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et seuls les régimes modérés protègent la liberté des individus. Donc Montesquieu apporte ainsi une
contribution absolument décisive à la doctrine du libéralisme politique. Et dans ce contexte, la Constitution anglaise est considérée par Montesquieu, mais pas seulement, par aussi d'autres philosophes des Lumières, comme un système démocratique moderne. Et c'est précisément Montesquieu qui en formule le plus exactement les principes dans son Esprit des lois, et en particulier au livre 11, chapitre 6, qui est une section, un chapitre qui est carrément intitulé « De la Constitution d'Angleterre ». Alors je vous lis le début de ce chapitre. « Il y a dans chaque État 3 sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces 3 pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré parce que le prince, qui a les 2 premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du 3e. Chez les Turcs, où ces 3 pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. Fin de citation. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, tout en rappelant que Montesquieu insiste beaucoup justement sur ce pouvoir de juger, parce qu'il faut quand même rappeler que lui-même était né dans une famille de parlementaires bordelais, qu'il a fait son droit à Paris, après quoi il rentre à Bordeaux, il devient conseiller au Parlement en 1714 et président à Mortier en 1716, c'est-à-dire l'une des charges les plus importantes de la justice française sous l'Ancien Régime. Et Montesquieu garde cette charge pendant 10 ans et ensuite la revend avant d'entreprendre son grand tour à travers l'Europe qui le mène en particulier en Angleterre, et c'est une expérience qui va nourrir justement son grand œuvre de l'Esprit des lois. Alors, nous reviendrons la semaine prochaine sur justement cette conception par Montesquieu justement de la distribution des pouvoirs qui garantit donc la liberté
des citoyens, hein, parce que c'est un point qui nous paraît important, qui nous parle à la fois justement dans l'Europe d'aujourd'hui, mais aussi dans la Chine d'aujourd'hui. Merci.